Alors, blocus, du coup, ce fameux blocus. Alors, on parle de quoi en fait? en fait, au milieu du 19e siècle, le bassin de Rio de la Plata, qui est composé des fleuves Paraná, Paraguay et Uruguay, représentait un espace stratégique. Cet espace représente un véritable espace justement stratégique majeur pour le commerce dans cette région marquée par une instabilité, une certaine instabilité politique. Dans cette instabilité politique, la Confédération argentine, dirigée par Juan Manuel de Rosas, va imposer une politique particulièrement centralisée. Tout commerce fluvial international devait transiter par le port de Buenos Aires. Ce choix, fondé sur des raisons à la fois économiques et politiques, visait à asseoir l'autorité de la ville sur les provinces intérieures, tout en renforçant le contrôle douanier de l'État. Cette politique de fermeture des fleuves intérieurs, notamment du Paraná, entrait en contradiction directe avec les intérêts croissants des puissances européennes, en particulier du Royaume-Uni et de la France. Ces dernières, désireuses d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux vers le Paraguay, la Bolivie et le nord de l'Argentine, voyaient d'un très mauvais œil l'imposition de taxes à l'entrée de Buenos Aires et le refus de libre navigation imposé par Rosas. Elle soutenait en cela les provinces argentines dissidentes comme Corrientes ou Entre Rios et surtout le parti Colorado uruguayen engagé dans un conflit contre le parti Blancos, allié de Rosas. Parce que oui, comme l'a dit Franck, c'est aussi la guerre civile en Uruguay à ce moment-là. Le blocus naval franco-britannique, mis en place officiellement à partir du mois d'août 1845, visait donc plusieurs objectifs. Briser la politique protectionniste argentine, garantir la liberté de navigation des fleuves, affaiblir Rosas en soutenant militairement ses ennemis. Montevideo, tenu par les Colorado, devint la tête de pont de l'opération. L'intervention étrangère prenait ainsi une dimension à la fois géopolitique, commerciale et idéologique. Il s'agissait d'imposer par la force si nécessaire le principe de libre-échange et de circulation au cœur du libéralisme économique européen au XIXe siècle. Cependant, pour Rosas, les fleuves du territoire national ne pouvaient être considérés comme des voies internationales. Ils relevaient selon lui de la souveraineté exclusive de la Confédération argentine. Toute intrusion étrangère non autorisée dans ces eaux constituait donc un acte d'agression directe. C'est ce différend juridique fondamental qui va déclencher l'un des conflits les plus significatifs de la diplomatie sud-américaine du XIXe siècle. À cela s'ajoute un contexte militaire. Les puissances européennes entreprirent de faire remonter un convoi commercial de près de 90 navires, protégés par une escadre navale moderne depuis l'embouchure de Rio de la Plata jusqu'aux provinces intérieures via le fleuve Paraná. Rosas, anticipant cette manœuvre, organisera la défense du fleuve à l'un de ses points les plus étroits, la Vuelta de Obligado. Ce méandre naturel offrait un avantage stratégique à la défense. Le général Lucio Norberto Mancia y fit installer une ligne de défense composée de 24 chaloupes enchaînées en travers du fleuve, appuyées par plusieurs batteries côtières équipées de canons. L'affrontement qui allait suivre le 20 novembre 1845 devint emblématique de ce type de guerre, une sorte de guerre fluviale. Voilà un petit peu pour l'introduction de base, c'est un conflit qui, comme on l'a vu, est souvent négligé dans l'historiographie européenne. Mais qui parle quand même d'intérêts commerciaux, d'impérialisme, qui entre en collision frontale avec les souverainetés, les envies de souveraineté nationale sud-américaine. Donc, petite question pour vous. Dans quelle mesure une puissance régionale peut-elle légitimement restreindre l'accès à ses ressources naturelles face à des puissances étrangères souhaitant commercer ? C'est quelque chose qui est en lien avec l'Argentine, mais c'est aussi quelque chose qui est en lien avec, par exemple, des choses qu'on peut se produire au Japon. On va avoir des puissances étrangères qui vont arriver, qui vont dire « Écoute, gros, tu veux rester tout seul dans ton coin, nous on n'a pas envie, donc du coup... » on va commercer. Les autres disent non, puis après ils disent oui, après s'être pris 2-3 coups de canon. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Comment vous vous sentez par rapport à l'impérialisme ? C'est-à-dire comment se sent dire Est-ce que tu es impérialiste, Théo, d'accord ? Ok, je peux aller. C'était les méthodes de l'époque, on va dire. Je peux aller un petit peu plus loin parce qu'on pourrait aussi se faire l'avocat du diable et réfléchir à la manière suivante. C'est est-ce que d'un côté on n'a pas effectivement de l'impérialisme, et est-ce que de l'autre côté on n'a pas non plus une politique protectionniste qui est pratiquement autoritaire ? En gros, où se trouverait une limite entre affirmation nationale et entrave à un commerce international ? Vous avez 5 heures. La question, elle est vite répondue, jeune entrepreneur. Complexe. Non, elle est beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Tu parles de quel régime ? Tu parles de quel... tu vois, est-ce qu'on parle d'une dictature qui enferme sa population ? Est-ce qu'on parle d'un régime qui veut juste empêcher des entreprises étrangères
de bouffer ses propres entreprises. Et comme tout, c'est une question de mesure. Et le protectionnisme, ça peut à la fois vouloir simplement dire que tu fais en sorte que tes propres entreprises et ta propre économie ne se fassent pas avaler par les entreprises d'un pays plus riche, tout comme ça peut vouloir dire que tu refuses toute forme de négociation, de commerce, de quoi que ce soit avec qui que ce soit. De la même manière qu'à l'inverse, le libéralisme, ça peut être de vouloir favoriser effectivement les échanges et donc l'enrichissement des deux côtés, tout comme ça peut vouloir dire accaparement des richesses. Ça veut tout et rien dire en fait. C'est vrai. C'est dans le détail que se trouve le... Dans la nuance, Le en fait, diable. que se trouve le... Ouais, exactement. Théo, t'as des avis sur la question? Alors, J'avais Théo, presque envie de ressortir protectionniste le... ou libéral? Non. Macron ou là. Le Pen? C'est une pente, Pour qui tu vas voter en 2027, Théo? On a besoin de le savoir maintenant. ouais, super. Et du coup, Garibaldi, Ok, on peut passer à la suite, hein, si tu veux. on va passer à la suite. hein. Non, mais Franck a eu une bonne Une très bonne présentation. Franck est Voilà, très fort. Hein. Très bel exposé, bravo. On Je fasse de la politique, c'est ça? je pense qu'il faudrait que tu fasses de la politique. Je t'applaudis. On voterait tous pour toi. Eh ben, sauf quand il commencerait à incendier tous les bâtiments et à monter sur des barricades. Non, s'il a le pouvoir, il a plus besoin de monter sur des barricades. Ouais, mais il dégommerait les Le barricades. mec, qui sont en face. le mec il sort de son palais, il prend un pavé, il le jette sur sa propre fenêtre. C'est ça. Nique le gouvernement! Mais c'est vous le gouvernement? Ah merde! Ah bah, Nique les civils! Très bien. Et bien dans ce cas, nous allons reprendre. Le 20 novembre Amérique latine. 1845, sur les eaux du Paraná, se déroula une confrontation assez inédite, la bataille de Vuelta de Obligado. L'escadre conjointe franco-britannique, composée de 6 navires de guerre britanniques et de 5 navires français, faisait figure d'invincibles machines de guerre fluviales modernes. Leur convoi, escortant donc, comme on l'a dit plus en amont, près de 90 navires marchands, visait à atteindre Corrientes, en remontant le Paraná, et ainsi contourner le contrôle douanier imposé par Buenos Aires. Les Européens comptaient sur leur supériorité technologique. Ils déployèrent des canons rayés Pesar et des canons Pex-Hans, et pour la première fois en Amérique du Sud, des roquettes Congreve. Face à cette force, Rosas et le général Lucio Norberto Mancia misent alors sur une défense ingénieuse. Ils occupent un méandre étroit du fleuve, la fameuse Vuelta de Obligado, où le Paraná ne mesure alors que 700 mètres de largeur, et la navigation est naturellement rendue périlleuse. Là, ils installèrent un barrage impressionnant, 24 barges reliées entre elles par 3 lourdes chaînes, soutenues parfois par des bateaux civils, compensés en cas de perte. Sur la rive droite, 4 batteries, totalisant environ 30 canons de calibres variés. Ces canons furent installés dans des positions dominantes. En soutien, 2000 soldats furent retranchés dans les collines, épaulés par une brigade de volontaires et quelques embarcations légères défendant le barrage. Lorsque l'escadre alliée s'avança, les premiers à intervenir furent les navires les plus anciens à voile. La San Martín, arraisonnée par les Français, tenta de briser les chaînes, mais se retrouva immobilisée par la soudaine dispersion du vent. Elle essuya plus d'une centaine de tirs, perdant 2 canons et perdant aussi 80 hommes, avant de se détacher du barrage et de continuer sous un feu meurtrier. Lorsque les voiliers furent ralentis, les bateaux à vapeur commencèrent à manœuvrer. Insensibles au vent, ils avancèrent jusqu'aux chaînes. Le Fulton réussit à les briser, permettant à l'escadre de progresser. Dans le même temps, les batteries argentines finirent par manquer de munitions et furent détruites. Plusieurs de leurs canons furent alors récupérés comme trophées. Le bilan humain fut lourd pour les Argentins. On dénombre près de 250 morts et 400 blessés. Les pertes du côté allié furent beaucoup plus modestes, avec une vingtaine de tués et une soixantaine de blessés. Les Européens, bien que parvenus à percer le barrage, durent rester 40 jours à Obligado pour réparer leurs navires. Une victoire assez coûteuse finalement. Une petite action complémentaire eut lieu ailleurs sur le Paraná. À 40 km au nord, une flottille argentine bloquait un bras secondaire du fleuve par une autre double chaîne. Lorsqu'ils apprirent la défaite d'Obligado, ils sabordèrent leur navire principal, le Chacabuco, et rejoignirent la relative sécurité du port de Victoria.
L'issue précise de cette bataille est restée ambivalente. Si tactiquement la flotte alliée franchit le barrage, elle ne peut pas non plus exploiter son succès puisque restée immobilisée. Beaucoup de navires marchands abandonnèrent la remontée du fleuve et revinrent à Montevideo. D'autres furent attaqués au retour, notamment au Passa del Tonelero, perdant ainsi plusieurs transports. Ainsi, j'ai une autre question, du coup, à vous poser. Est-ce que vous pensez que, malgré des techniques qui sont assez intéressantes à utiliser dans un contexte presque pratiquement de guérilla, ça restera pas toujours finalement insuffisant par rapport à un ennemi qui lui possède une technologie largement supérieure? Le Vietnam. C'est vrai que c'était un peu l'exemple que j'avais en tête aussi. L'Afghanistan. Le Myanmar. L'Afrique de l'Ouest. Le Congo. Le Venezuela. Ouais, vas-y. La Colombie. On peut les tous les faire On peut si vous tous les- voulez. Hein. Moi, c'est pas mal, j'attends. Non, Là, il mais note ouais, tous en les, vrai, toutes les idées de sujets pour les prochaines Oui, exactement, en fait, c'est ça. Je suis en train de noter, moi, derrière, sur mon PC. le problème, pareil, la problématique est toujours dans la nuance. La guérilla n'est pas forcément exclusivement opposée à une armée et un affrontement de ligne. Ouais. Typiquement, pour reprendre le premier truc que j'ai cité, le Vietnam, si on prend le conflit qui précède la guerre d'Indochine, c'est pendant de longues années de la guérilla, mais ça se finit sur des batailles rangées. Puisque au départ, la guérilla Viet Minh, elle a pas les ressources pour affronter directement dans une bataille rangée l'armée française. Mais à partir du moment où les communistes chinois gagnent la guerre civile, ils ouvrent des lignes de ravitaillement directes vers l'URSS. Ouais. Le Viet Minh commence à récupérer de l'artillerie soviétique. Et à partir de là, ils peuvent se permettre de lancer des affrontements directs et massifs. Et parfois, la guérilla, tu as des contre-exemples où la guérilla seule ne te permet pas de gagner. Elle peut te permettre de harceler ton ennemi, mais pas forcément de l'emporter. Techniquement, la guerre d'Algérie, les combattants algériens n'ont pas gagné la guerre d'Algérie sur le terrain. À la fin de la guerre d'Algérie, la ville d'Alger, il n'y a plus aucune cellule du FLN. Ils ont tous été massacrés. Parce que les techniques de contre-guérilla, de contre-insurrection, sont tout aussi efficaces que les techniques d'insurrection, en fait. Ok. Donc, de nouveau, guérilla ou ligne de front, ça dépend de ton adversaire, ça dépend de ton objectif. Est-ce que tu te bats chez toi ou chez les autres? Et surtout peut si pas les autres forcément sont très pour, loin de chez eux aussi. Ça peut jouer. Voilà. L'expédition française au Mexique, ils ont tant sur la guérilla que sur la ligne de front, il y a eu des succès et des défaites. Ouais. Ça dépend pareil, ça dépend aussi l'écart de puissance, l'écart de moyens que tu mets dedans, et même comme ça te garantit rien. L'Afghanistan pour les Américains ou les Soviétiques. Ils ont envoyé des quantités de soldats, de matériel et autres, et finalement n'ont pas permis grand-chose, parce qu'ils n'ont pas réussi à contrôler l'arrière-pays rural et à souder la population derrière le gouvernement qu'ils avaient créé. Ouais. Et c'est surtout peut-être aussi une affaire, je pense, de résilience de la part de ceux qui subissent l'attaque. Je sais pas comment la population. J'ai pas le mot là qui est. La population. Oui, voilà, la population, la nation ou autre, c'est aussi ce qui se trouve beaucoup. Cette capacité de résilience permet de tenir un conflit plus ou moins longtemps, ce qui est, somme toute, la clé face à une nation dont la technologie est supérieure, mais dont les moyens humains sont inférieurs. Même quand tu mets des moyens humains importants, oui, l'Union semblable, soviétique oui, a bien mis sûr. énormément de moyens humains en Afghanistan, ça n'a quand même rien changé, parce qu'en fait, tu ne sais pas sur qui tirer. Le problème de la guérilla, c'est quand même que c'est des combattants paramilitaires qui se fondent dans la population, et donc t'as pas des masses d'options. C'est soit tu commets des atrocités en masse jusqu'à avoir suffisamment écrasé l'adversaire pour qu'il n'y ait plus personne de vivant,
mais ça t'implique aussi de restreindre toute forme d'accès à de l'armement, qui est très compliqué. On le sait, hein, aujourd'hui, c'est les Américains qui ont fourni aux talibans le matériel dont ils avaient besoin pour combattre les soviétiques, via le Pakistan. Effectivement, tant que tu n'arrives pas à contrôler cet afflux systématique, tu tues un frère et tu as un autre membre de la fratrie qui prend la Kalachnikov tombée par terre. Enfin, et tu peux faire ça pendant très longtemps. Et t'as pas beaucoup d'options contre. C'est soit l'option de montrer qu'effectivement tu proposes quelque chose de réellement mieux et la guérilla finit par s'affaiblir toute seule parce que c'est elle qui se met à commettre des atrocités pour recruter et elle finit par perdre le soutien populaire. Soit tu es obligé de faire la technique mongole et raser chaque village qui te résiste. Sauf que bon, au XXe siècle, c'est pas trop, voilà, 19e, 20e, 21e siècle, c'est pas top, quoi, tu vois. Donc, Ok, merci beaucoup pour le développement de vos pensées. Après la bataille de Vuelta de Obligado, les puissances britanniques et françaises se retrouvent face à un dilemme. Elles ont certes réussi à pénétrer les eaux intérieures argentines, mais cette victoire a un goût amer. La force déployée, malgré l'avancée tactique, s'avère insuffisante pour imposer une navigation durable. Les dommages causés à la flotte sont considérables. Comme on l'a dit, l'escadre doit rester 40 jours à Obligado pour les réparations. Les navires marchands peinent à trouver un débouché rentable. Le Paraguay, visé comme débouché, s'avère économiquement peu lucratif et plusieurs bateaux sont coulés au retour à cause de la résistance argentine. En parallèle, la Great Bank Barings, créancière de l'Argentine, s'inquiète des conséquences financières de ce conflit prolongé. Le paiement des dettes est suspendu et le scandale Alfred Ousley éclate au Royaume-Uni, où on accuse le commandant d'avoir un intérêt financier dans le blocus. Un sujet qui sera très commenté dans les journaux de l'époque et qui va contribuer à décrédibiliser l'opération militaire. En 1846, alors que l'un des commandants, le fameux Ousley, exige l'arrivée de 10 000 soldats britanniques et français pour poursuivre l'offensive, une nouvelle directive arrive. Thomas Samuel Hood se voit confier une mission radicalement différente, négocier la paix, à quelque prix que ce soit, avec Rosas. Le coût humain, matériel et diplomatique devient rédhibitoire pour Londres. Les négociations débutent réellement avec la signature du traité Arana Southern, le 24 novembre 1849 à Buenos Aires. Ce traité rétablit officiellement l'amitié entre la Grande-Bretagne et la Confédération argentine. Il prévoit notamment que la Grande-Bretagne reconnaisse la souveraineté argentine de ses eaux intérieures, notamment la navigation du Panama et de l'Uruguay, et s'engage à restituer les navires de guerre saisis et à évacuer l'île Martin Garcia, et rendre ainsi les biens confisqués. La conclusion de cet accord, ratifié le 15 mai 1850, constitue une victoire diplomatique majeure pour Rosas. Le droit de la souveraineté fluviale de son pays est affirmé formellement à l'encontre de la doctrine européenne du libre passage. Du côté français, les négociations sont plus délicates. Paris envisage d'abord un ultimatum suivi d'un blocus renforcé, voire d'une déclaration de guerre. Finalement, le compromis l'emporte. Le traité Arana, le Prédour, est signé le 31 août 1850, dans des termes sensiblement similaires avec celui de la Grande-Bretagne. La France reconnaît la Confédération argentine tout en obtenant quelques concessions symboliques. Ces deux conventions marquent officiellement la fin du blocus, scellant ainsi la reconnaissance du principe argentine selon laquelle les fleuves internes relèvent de la souveraineté nationale et non d'un principe de libre circulation imposé par des puissances maritimes. En conclusion, le blocus français de Rio de la Plata constitue un épisode singulier de l'histoire des relations internationales au XIXe siècle. À travers ce conflit, de grandes puissances européennes, la France et le Royaume-Uni ont tenté d'imposer leur volonté politique, économique et juridique à la jeune nation sud-américaine. L'Argentine, alors dirigée d'une main de fer par Juan Manuel de Rosas, sous couvert de défendre la liberté du commerce et de navigation, les Européens ont en réalité poursuivi des intérêts stratégiques qui n'ont pas su tenir à l'épreuve du terrain et à la ténacité de la résistance locale. Militairement, la supériorité technologique de la flotte franco-britannique ne put masquer l'impréparation logistique et la sous-estimation de l'adversaire. La bataille de Vuelta de Obligado, bien que tactiquement remportée, entraînera des pertes importantes et ne permit pas de contrôler durablement le fleuve. Diplomatiquement, le coût du blocus, conjugué aux critiques internes, aux difficultés économiques et aux résistances locales, força Londres et Paris à reconsidérer leur position. Ainsi, loin d'être une simple confrontation périphérique, ce blocus révèle des dynamiques globales, la tension entre les ambitions impériales européennes et les souverainetés émergentes, la montée en puissance des nationalismes latino-américains, l'émergence de droits des peuples à disposer de leurs propres ressources. Encore aujourd'hui d'ailleurs, l'Argentine célèbre la date du 20 novembre comme la journée de la souveraineté nationale en mémoire de la résistance héroïque de Vuelta de Obligado,
Plus qu'un événement militaire, le blocus de Rio de la Plata s'impose donc comme un jalon essentiel dans la longue lutte pour l'autonomie politique et économique des nations sud-américaines face à l'ingérence étrangère. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'il y a beaucoup parmi les historiens de débats autour de ce conflit-là, puisque l'Argentine a pas mal utilisé ce conflit comme, on va dire, une sorte de roman national, faisant de ce moment-là une véritable victoire argentine. Mais c'est aussi intéressant parce que je trouve que, en tout cas pas moi, hein, mais beaucoup d'historiens ont l'air de trouver que c'est plus subtil que ça, bien évidemment, et que certes ça ressemble à une victoire, mais que malgré tout c'est que le début de l'implantation, on va dire, franco-britannique dans les environs, et que ça s'arrêtera pas là. Du coup, j'aurais voulu savoir un petit peu ce que vous en pensez vis-à-vis de tout ça, parce que il semble par exemple que de l'autre côté, la signature du traité de paix va avoir des influences non négligeables sur ce qui va se passer par exemple du côté de l'Uruguay, où au final il me semble que c'est les troupes plutôt françaises qui vont gagner de l'autre côté, si je ne m'abuse, il me semble. Troupes françaises, c'est un peu non, c'est les. Pas le parti. Il y a deux grands partis, les c'est Colorados. le parti et les Blancos. Colorado, je crois, il me semble, qui gagne. C'est ça. Et c'est en gros les. Parce que attention, le problème c'est quand on parle Colorados et Blancos, il y a beaucoup de gens qui de surface vont dire d'un côté il y a les libéraux et de l'autre côté les conservateurs. En fait, non. C'est deux groupes d'intérêts un peu différents. Les Colorados, c'est une bourgeoisie urbaine à Montevideo, la capitale uruguayenne. Donc plutôt libérale parce que urbain. Et de l'autre côté, les Blancos, c'est les propriétaires terriens, plutôt campagnards et donc plutôt conservateurs. Mais typiquement, les deux partis vont commettre des massacres à l'encontre des populations indigènes, considérant tous les deux que les populations locales sont inassimilables et donc provoquer la quasi-disparition de leur culture pendant un long moment, en tout cas. Les Colorados gagnent effectivement en Uruguay. En partie donc suite à cet appui franco-britannique. Bon, après, en dehors de réaffirmer l'indépendance de l'Uruguay par rapport à l'Argentine et par rapport au Brésil, est-ce que ça va changer sur l'histoire de l'Amérique du Sud? C'est un peu difficile à dire. Je pense surtout qu'en plus les Britanniques vont revenir par la suite et imposer des traités économiques à l'Argentine qui vont l'enchaîner, notamment au commerce de bétail, qui va s'effondrer durant plusieurs fois. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs cracks, et dont notamment un important au XXe siècle, qui va foutre l'économie de l'Argentine par terre. Donc, au niveau international, est-ce que ce conflit-là règle les choses? Je suis pas bien sûr. Et comme beaucoup de conflits, c'est un débat qu'on a déjà vu avec Léo notamment. Les traités de paix, les batailles, les guerres, est-ce qu'il y a des événements décisifs ou est-ce que finalement les choses ne se font pas sur le long terme? L'accumulation des facteurs qui fait avancer la machine entre guillemets Tout à fait, de la société. Effectivement. Ce genre de conflit, c'est très difficile à. Ouais, c'est un vrai nœud de. Puis en plus, nous, on connaît vraiment, comme on l'a dit au tout début, c'est pas un truc qu'on connaît vraiment bien, et ça a l'air d'être un nœud de. Enfin, moi, plus j'avançais sur le truc, plus je me disais, putain, mais c'est le bordel, vraiment. Le problème, c'est qu'il y a plein de factions différentes, il y a plein d'inimitiés personnelles, puisqu'en réalité, le chef des partis Blancos a été nommé président à la base par le chef du parti Colorados, qui était lui-même accusé de corruption et qui avait besoin d'un remplaçant. Parce que les deux ont fini par tomber en désaccord. Il y a plein de questions là-dessus. L'histoire de l'Argentine, de manière générale, il y a une grosse division entre une vision fédéraliste, décentralisée, et une vision plus unitaire et plus centralisée autour de Buenos Aires, qui a pourri la vie politique argentine pendant quasiment un siècle, et qui a participé, entre guillemets, à leur peu d'attractivité par rapport à d'autres pays d'immigration en Amérique du Sud, comme le Brésil. Merci beaucoup, Franck, pour tes compléments. Moi, ça me va très très bien, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, c'est vraiment
C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est un nœud un nœud de spaghetti, quoi, presque, je trouve. Si vous allez faire un tour, les auditrices et les auditeurs, sur la page Wikipédia de la Grande Guerre en Uruguay, vous allez voir vraiment les belligérants, et Et surtout, bordel, quoi. Hein. quand tu regardes les cartes, t'as l'impression que l'Argentine c'est gigantesque, alors qu'en fait, quand tu regardes les zones réellement peuplées, réellement contrôlées, c'est tout petit. Ouais. Ce qu'on appelle tout le Chaco et la zone, un immense triangle. Ah oui, le entre, Grand Chaco, là, c'est Argentine, ça. Ok. ça. Ouais. Entre je vois. Argentine, Bolivie et Paraguay, c'est vide. Il y Ouais. a très très peu de personnes. D'ailleurs, les conflits suivants entre ces trois pays pour le contrôle de la région, à chaque fois, c'est quelques centaines de soldats. Enfin, quand tu compares ça au conflit européen à la même période dans les Balkans, euh, Oui, ça n'a rien Ouais, à ça voir. n'a rien à voir. Ouais. on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur ni les mêmes impacts. Ça, plus le conflit entre l'Argentine et le Chili sur le contrôle de la Terre de Feu au sud et Ouais. de toute la Patagonie, sur laquelle d'ailleurs un Français a tenté de régner. Oh, ok. N'hésitez pas à aller voir, chers auditeurs et auditrices, un Français dont je ne sais plus, je crois de la famille d'Orléans, qui a mitonné les indigènes locaux en leur expliquant qu'il avait le soutien de la France et qu'il allait créer une Patagonie indépendante. Antoine Qui a été couronné de roi. Tounes, qui est roi d'Araucanie et de Patagonie entre 1860 et 1862. Voilà. Et ça a évidemment pas duré. Il n'avait pas le soutien de la France. Voilà. Il y a le conflit avec le Chili, donc sur le contrôle de ces territoires-là. Les conflits plus au nord, effectivement, face à la Bolivie, à la Confédération péro-bolivienne. Les conflits futurs face au Brésil, qui est la puissance locale, que ce soit avec sa taille ou sa population. Donc, plus les conflits ensuite expansionnistes du Paraguay, qui se rêve la Prusse d'Amérique latine, et qui se fera tellement massacrer et qui se jettera dans des combats tellement sanglants que combien 90 ou 95% de sa population masculine périra. Ah, Ah ouais, Ah d'accord. oui, non, mais il y a des événements comme ça qui sont absolument terrifiants, mais qui, malgré tout, dans le grand, comment dirais-je, le grand ordre des choses, ont eu très très peu d'impact sur les autres pays du monde, en fait. Et ouais. Ça a eu énormément d'impact sur le pays en question, sur la zone d'Amérique du Sud, mais sur l'histoire de l'humanité, bah, malheureusement, les petits pays enclavés, diplomatiquement isolés par la superpuissance des États-Unis, à un âge où le Royaume-Uni contrôle totalement les mers, bon bah, Ouais. pour nous Européens, c'est sûr que c'est aussi pour ça que tu disais au début, on en parle très peu, bah oui, mais C'est un peu ça, que peu d'impact est-ce pour que nous à ça notre a eu échelle. un impact majeur sur l'Europe? Bah, j'ai envie de te dire, l'impact majeur que ça a eu, ça a C'est été de Garibaldi, donner c'est Garibaldi, ouais. Et d'avoir une station de métro à Lyon qui s'appelle comme ça. alors, on continue. Garibaldi. Finalement, c'était Non, bien mais hors série c'est sur vrai, Garibaldi, en fait. c'est vrai que du coup, tu pourrais te dire, si on part sur de l'Uchronie, sur de l'effet papillon, te dire peut-être que si tu supprimes ces conflits-là, tu supprimes une partie de ce qui a formé la renommée de Garibaldi et donc de ses talents et de ses exploits futurs. Mm. Et donc, peut-être tu repousses encore un peu l'unification italienne, Mais- qui peut avoir un impact sur la politique en Europe. Ouais. Mais sur le conflit lui-même et le débouché du conflit lui-même, Ça, bof, quoi. bah, les guerres civiles en Argentine vont continuer. L'Uruguay va rester un petit pays enclavé et diplomatiquement coincé entre le Brésil et l'Argentine. On peut d'ailleurs saluer, puisqu'on parle de l'Uruguay, on peut, pour parler d'eux, on peut avoir une petite pensée pour Pepe Mujica, ex-président uruguayen, décédé il y a peu. Ok. Je crois que ça fait quelques mois. Président, pour le coup, à la marge par rapport à ce qui se fait d'habitude, qui a refusé d'habiter dans le palais présidentiel, Ok. qui habitait dans sa toute petite masure, dans un petit bled. Et vraiment, quand tu le vois, c'est vraiment
C'est vraiment un papé. Il s'appelle comment du coup, Papé? Pepe Murica, il me semble que c'est comme ça qu'il était surnommé. Ah, c'est José Mujica, c'est un détail uruguayen. C'est un pareil, un ex-révolutionnaire. Ah ouais, effectivement, on dirait vraiment un Pépé. Et il a la tête d'un pépé et surtout il a Il a le béret et tout. semble-t-il vraiment le style d'un pépé dans sa C'est ça, présidence. exact. Ok. Donc Effectivement, il est mort. et il est mort assez récemment. Bah, il y a 10 ans, quoi. Il y a. Ah ouais Non, pardon, pas il y a 10 Je ans, pense qu'il pardon, je dis de la merde. Il est mort effectivement le 13 mai. C'est le 13 mai 2025. Je me suis gouré, j'ai vu 2015. Ah oui, voilà, j'allais Oui. dire, et je pense qu'il est mort il y a quelques Oui. mois. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est Ah, il a l'air d'avoir une vie personnage compliquée intéressant aussi. si vous voulez. Ouais. Ouais. Si vous voulez vous y intéresser, c'est un personnage intéressant. Mais rien que le fait que le gars ait refusé d'aller habiter au palais présidentiel, ou d'avoir des gardes du port. Ça montre un peu, ouais, effectivement. Ouais. On est sur du Il se personnage. baladait avec en voiture coccinelle. Incroyable. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.